Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli, je suis fondatrice de l'école d'auto-coaching AMACT. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, retrouver du sens, de l'énergie, de la joie de vivre au quotidien, des outils et des concepts pour vivre ta nature et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Tu écoutes l'épisode 78. Il s'appelle « Discipline ou écoute de soi ». Le mois dernier, dans l'école d'auto-coaching, on a travaillé à mettre en place des rituels. Des rituels pour cultiver l'amour de la vie, renforcer notre capacité à nous satisfaire, être plus présent à nous-mêmes, et des rituels pour avancer sur chaque domaine de vie qui nous tient à cœur. Et la question qui a été posée, et j'ai été très contente qu'on me la pose, parce que je me la suis posée moi aussi, c'est « Mais les rituels, l'autodiscipline, ça ne vient pas en contradiction avec l'écoute de soi ? Est-ce que quand je mets en place des rituels, je ne me coupe pas de l'écoute de moi ? Et à l'inverse, quand je m'écoute, est-ce que ça ne m'empêche pas d'avoir une discipline personnelle ? » Je trouve cette question hyper intéressante. Elle me donne l'occasion de te mettre en garde contre différents écueils dans lesquels on peut tomber quand on parle de rituels, d'autodiscipline et d'écoute de soi. Et d'abord, ça me permet de te parler d'une notion qui me tient beaucoup à cœur et je ne pense pas encore avoir eu l'occasion d'en parler dans ce podcast. C'est la notion du « et » au lieu du « ou ». On a souvent tendance à avoir une représentation binaire des choses. C'est bien ou c'est mal, je fais ça ou je fais ça. Par exemple, on oppose souvent zone de confort et zone de risque ou de croissance. Soit tu restes dans ta zone de confort, soit tu en sors. Ou encore, la zone de confort, c'est nul. Il faut en sortir. C'est une injonction qu'on entend beaucoup. Et en fait, c'est pas l'un ou l'autre. Quand on veut progresser dans un domaine, se découvrir, engager un nouveau projet, changer notre façon d'être et de faire, la façon à la fois la plus efficace et la plus douce de faire, c'est de faire des allers-retours entre la zone de confort et la zone de risque. On fait un petit pas dehors en faisant quelque chose qu'on n'a jamais fait et on revient dans sa zone de confort pour se ressourcer, reprendre confiance, se réchauffer. Et puis on ressort et on revient. Et peu à peu, la zone de confort s'élargit. À force d'être allé régulièrement explorer cette zone que tu ne connaissais pas, elle t'est devenue familière, ton cercle de confort s'est élargi. Il ne s'agit pas du tout de rejeter cette zone de confort. C'est agréable d'être dans du familier, sentir qu'on maîtrise quelque chose, apprécier la perfection d'un geste qu'on a fait 1000 fois. Il y a certaines périodes de vie où on n'a pas envie de sortir de cette zone, et c'est tout à fait OK. Il n'y a aucune injonction à avoir par rapport à ça. Par exemple, quand tu es en train de traverser une épreuve de vie particulièrement difficile, qui mobilise déjà beaucoup de ton énergie émotionnellement, mentalement, etc., ça peut être faire preuve de beaucoup trop d'exigence vis-à-vis de toi-même, de chercher à apprendre de nouvelles choses. À l'inverse, on peut avoir la croyance que le bonheur de la vie, c'est de s'éloigner de toute forme d'inconfort, de trouver toujours plus de confort. Et ça, il me semble que c'est assez embêtant. Parce que notre société peut avoir tendance à nous rendre un peu addicts au confort. Contre l'inconfort de marcher 10 minutes, j'ai la trottinette électrique. Contre l'inconfort de me retrouver seule avec moi-même, j'ai le smartphone, les réseaux sociaux, Netflix. Contre l'inconfort de me faire à manger, je peux me faire livrer un plat tout fait. Contre l'inconfort des contacts réels, je peux me réfugier dans les contacts virtuels. Mais sans inconfort, pas de vie. Pas de croissance. Il me semble que l'un des sens de notre vie d'être humain, c'est de croître en humanité. Je crois que ça nous rend plus heureux, ça nous permet de mieux servir le monde et, tout simplement, c'est une façon d'honorer du mieux qu'on peut cette expression de la vie que nous sommes. Mais croître en humanité, ça ne peut pas se faire sans inconfort. Donc, selon moi, quand on parle de zone de confort et de zone de risque, ou d'apprentissage, ça n'est pas l'une ou l'autre. On a besoin des deux. Aucune n'est à rejeter. Et en ce qui concerne l'écoute de soi et l'autodiscipline, c'est pareil. Ça n'est pas l'une ou l'autre.
c'est l'une et l'autre. N'être que dans l'écoute de soi, ça pose des problèmes. Et faire reposer sa vie sur la discipline, ça en pose d'autres. Là aussi, on peut tomber dans des écueils. Le premier écueil, c'est de s'enfermer dans une vie rigide, qui n'est faite que de discipline, d'obligation. De vivre comme un robot, complètement déconnecté de son corps, de ses sensations, de ses désirs et de l'imprévu de la vie. Alors, je ne sais pas quel effet ça te fait, mais ça ne donne pas très envie. Et je pense qu'on peut tomber là-dedans quand on est un peu trop dans le contrôle. Et puis, bien sûr, le danger quand on ne s'écoute pas du tout comme ça, c'est de faire un burn-out. Donc vraiment, ça n'est pas souhaitable. Si les rituels que tu as élaborés sont bien équilibrés, en principe, justement, ça doit te protéger de ces dangers-là. Parce que tu inclus des rituels de ressourcement, quelle que soit ta façon personnelle de te ressourcer. Le deuxième écueil, c'est de s'enliser dans une trop grande écoute de soi. Ça peut arriver quand pendant longtemps on ne s'est pas écouté du tout et qu'on a été au bout de ses ressources jusqu'à s'épuiser. On a alors compris que c'était important de s'écouter. Mais on peut alors tomber dans une écoute excessive. La première chose que je voudrais te dire, c'est que oui, il me semble très important de retrouver cette connexion à nous-mêmes, cette connexion à notre corps, à nos sensations. Écouter les messages de notre corps, c'est primordial. Mais ce que je voudrais te dire, c'est qu'il faut être conscient aussi que tout comme notre cerveau, parfois notre corps se trompe. Et parfois, il a besoin qu'on l'aide un peu. Comment ça se fait que notre corps se trompe ? Parce qu'il est le reflet de nos croyances, de nos blessures. Elles s'inscrivent dans notre corps. Et il y a des sensations corporelles, certaines vibrations dans ton corps qui te sont devenues familières, qui font un peu partie de ton identité, comme tes pensées. L'habitude de te sentir fatigué, déprimé, d'avoir mal quelque part, de te sentir incapable. Et là, c'est important d'apprendre à bien se connaître pour savoir repérer dans quoi on tombe souvent, de reconnaître notre système de défense et de voir quel mécanisme il met en place pour qu'on ne change pas, pour nous protéger du changement qu'il redoute. Le lien entre le corps et les pensées, il marche dans les deux sens. Les pensées agissent sur le corps et le corps agit sur les pensées. Quand tu es en forme, tu as tendance à te tenir plus droit. Et à l'inverse, si tu te tiens droit et ouvert, ça va générer en toi une autre énergie que si tu te tiens voûté. Quand tu es content, tu souris. Et à l'inverse, si tu souris sans raison pendant 30 secondes, ça va générer des sensations de contentement, de joie. Des études l'ont démontré. Du coup, quand tu veux agir, adopte une posture corporelle qui va te soutenir dans ton intention. De la même façon, quand tu commences à agir dans un nouveau domaine, tu montres à ton esprit et ton corps que tu es quelqu'un qui agit dans ce domaine-là. Il peut élargir sa représentation de toi, ses croyances sur toi-même, son identité. Parfois, on se sent un peu fatigué, on sent qu'on n'a pas beaucoup d'énergie pour faire quelque chose. Quand il s'agit de faire quelque chose qu'on est obligé de faire, c'est tout, on ne se pose pas la question et on le fait. Mais quand il ne s'agit pas d'une obligation, donc par exemple tout ce qui concerne nos projets perso, nos engagements avec nous-mêmes, la question se pose. Est-ce que j'ignore cette sensation de fatigue et je le fais quand même, ou est-ce que je m'écoute et je ne le fais pas, je me repose ? Et c'est justement là que le rituel, la routine va t'aider. Ça va prendre le relais de ta volonté vacillante à cet instant. Et après, reste à l'écoute. Si tu avais la flemme d'aller courir, mais que tu ne t'es pas écouté pour respecter ton engagement avec toi-même, si tu sens que quand tu cours, tu as vraiment du mal, tu peux courir un peu moins vite ce jour-là, ou moins longtemps. Ou si tu te mets dans un processus créatif comme l'écriture par exemple, alors que tu te sentais fatigué, parce que tu as décidé que tu écrirais tous les jours de 8h à 9h par exemple, et si quand tu t'y mets, vraiment ça ne vient pas, tu peux te dire « Ok, je m'arrête 5 minutes et je me pose des questions. Est-ce que ce sujet sur lequel je m'apprête à écrire, c'est le bon sujet ? Pourquoi et pour qui je veux faire ça ? Qu'est-ce que ça va apporter comme valeur ?
Quel est mon discours intérieur? Est-ce que je peux réussir à formuler une intention qui me mette dans une autre énergie? Est-ce que je ne suis pas en train de tomber dans une trop grande exigence qui fait que je me mets trop la pression? Et parfois, juste, tu peux aussi te dire « Ok, j'ai cette sensation de fatigue, mais juste, j'agis quand même. » Et là, tu fais appel à ton courage. Plus tu feras appel à ton courage pour les petites choses de la vie, plus tu vas le développer. Et ça sera une ressource puissante quand de grosses difficultés se présenteront à toi. Sur le sujet du courage, tu peux écouter l'épisode 68. Sur certaines tâches, il y a une grande détente mentale à te considérer tout simplement comme ton propre exécutant et à calmer comme ça toute forme de discussion interne qui peut être épuisante. Par exemple, tu as décidé de traiter tes mails tous les jours à 17h. Au moment où c'est l'heure de t'y mettre, tu sens que tu as un peu la flemme. Mais juste, tu t'y mets quand même. Et une demi-heure après, quand tu l'auras fait, en fait, tu te sentiras beaucoup moins fatigué que si tu t'étais écouté, que si tu ne l'avais pas fait. Parce que si tu ne l'as pas fait, c'est ton discours intérieur qui va te fatiguer. D'abord, la pensée « il faut que je traite mes mails » va revenir régulièrement te perturber. Et aussi, ta déception de ne pas avoir respecté ton propre engagement. « Oh, c'est nul, j'ai même pas traité mes mails aujourd'hui. » Enfin bref, tu as cru prendre soin de ta fatigue, mais ta non-action a généré plus de fatigue que si tu avais agi tout simplement. Pour conclure, je dirais que l'écoute de soi et l'autodiscipline se nourrissent l'une de l'autre. Elles sont filles de l'autocompassion et du désir de croissance. L'autocompassion consiste à s'écouter, s'accepter, être doux avec soi-même. Et le désir de croissance consiste à vouloir nous améliorer, progresser. Et ça passe par l'autodiscipline. La solution n'est pas tout l'un ou tout l'autre, ou trouver l'équilibre entre les deux. La solution, c'est le mariage des deux. Pour éclairer ce que je veux dire par là, je vais te parler d'une étude qui a été faite. Des chercheurs ont demandé à des femmes de manger un beignet, puis de participer à un test de goût de bonbons. Les participantes à l'expérience ont été divisées en 2 groupes. L'un des groupes a eu une invitation à l'autocompassion avant le test. On leur a dit « Certaines personnes m'ont dit qu'elles se sentent mal à l'idée de manger des beignets. J'espère que vous ne serez pas dur avec vous-même. Tout le monde mange parfois de manière malsaine, et tout le monde dans cette étude mange un beignet. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de raison de se sentir vraiment mal à ce sujet. » Devinez quel groupe a mangé moins de bonbons. Eh bien, le groupe qui a reçu l'invitation à l'autocompassion. En fait, l'autocompassion nous invite au désir de croissance. Il ne l'empêche pas, il le soutient. Ensemble, autocompassion et désir de croissance sont puissants. Ils te permettent de bien te connaître, de rembrasser tes forces, tes faiblesses et tes talents, de t'accepter dans ta singularité et de prendre la responsabilité de ta vie pour grandir et devenir un meilleur humain. Avant de te quitter, je voudrais te proposer un truc qui peut vraiment t'aider pour passer à l'action. Et ça a été prouvé scientifiquement. Je te propose de le tester cette semaine pour que tu puisses voir par toi-même si ça fonctionne. Voilà de quoi il s'agit. Quand tu as l'impulsion de faire quelque chose, tu décomptes de 5 à 1, tu dis go et tu agis. Tu dis 5, 4, 3, 2, 1, go. Et tu passes tout de suite à l'action. Pourquoi ça marche ? Parce que 5 secondes, c'est le laps de temps nécessaire avant que le cerveau ne mette en place des pensées contradictoires, voire rationnelles, expliquant pourquoi il est impossible, incertain, difficile, trop risqué de faire ce que suggère ta première intuition. Alors vas-y, essaie cette technique toute simple, mais particulièrement efficace. À force de pratiquer la règle des 5 secondes, elle deviendra un réflexe, un rituel auquel ton cerveau se conformera. Je te laisse sur cette citation de Carl Rogers.
le curieux paradoxe de la vie est que lorsque je m'accepte tel que je suis, je peux changer. Si tu aimes écouter ce podcast et que tu as envie d'aller plus loin, rejoins l'école d'auto-coaching AMACT. Chaque mois, on se concentre sur un domaine, on étudie plus en profondeur les outils et les concepts que je développe dans ce podcast et on les applique. Ce mois-ci, dans l'école d'auto-coaching, on va travailler à développer notre résilience, à aborder les difficultés de la vie d'une façon qui nous fait grandir. Rejoins-nous en m'envoyant un message à l'aide de la fiche contact du site l'audace-d'être-moi.com, tout collé sans apostrophe. Si tu penses que ce podcast peut être utile à d'autres, partage sur les réseaux sociaux et laisse un commentaire sur Apple Podcast. Merci. À bientôt.